Bonjour, je m'appelle Pierre Khalifa, je suis médecin interniste et rhumatologue et comme vous le savez peut-être, je suis responsable des conférences Khalifa de préparation à l'ECN et c'est avec un grand plaisir que je travaille en collaboration avec les conférences Raphaël pour vous présenter cette nouvelle mouture du concours. Voilà, je vais vous présenter la rhumatologie. Et la rhumatologie est une des matières qui donne le plus de dossiers au concours. Donc vous ne pouvez absolument pas faire l'impasse sur cette grande et belle spécialité que nous avons choisi de traiter en deux conférences. La première sera essentiellement consacrée au rachis, à la colonne, et la seconde à tout ce qui est articulation périphérique, comme vous allez pouvoir le voir. Bien, vous allez vite reconnaître le thème de notre premier dossier, puisque ce dossier est tombé pratiquement 3 ou 4 fois, dans les 10 dernières années. Alors, l'énoncé, je vous le lis. Madame Rose, ostéopo, qui a 50 ans, qui n'a pas d'enfant, vous consulte pour une sensation de fatigue générale, pour un état dépressif et une grande nervosité. Elle se plaint aussi de la survenue assez imprévisible de bouffées de chaleur et de sueur qui l'obligent à changer toutes les nuits. Elle a de plus en plus de difficultés au rapport sexuel en raison d'une sécheresse vaginale et ses relations de couple en souffrent forcément, ce qui retentit sur son moral. Elle n'a plus ses règles depuis 15 mois. Elle travaille comme secrétaire dans un cabinet d'assurance. Elle fume un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de 17 ans et ne boit pas d'alcool. Elle est très sédentaire et n'a aucune activité physique car elle a mal au dos. Enfin, elle n'a jamais eu de fracture. Sa mère, qui est âgée de 78 ans, a eu à l'âge de 40 ans, vous dit-elle, 45 ans, vous dit-elle, un cancer du sein qui est considéré comme guéri. À l'âge de 55 ans, elle a eu une fracture du poignet et elle dit être traitée pour de l'ostéoporose. Quant à son père, il est traité pour un infarctus du myocarde et pour un diabète non insulino-dépendant. Rose, enfin, a une sœur qui s'appelle Penny, comme il se doit, qui a 58 ans et qui est apparemment bien portante. À l'examen, elle pèse 47 kg et mesure 1,65 m, donc elle est relativement maigre. Le pouls est à 80 par minute, la pression artérielle à 130-80. L'examen cardio-pulmonaire est strictement normal et par ailleurs, vous ne retrouvez pas d'hépatospléno-adénomégalie, pas de goît thyroïdien et l'examen gynécologique comme l'examen des seins sont normaux. Alors ma première question, quel diagnostic devez-vous évoquer devant les symptômes qui l'amènent à vous consulter? Alors, comme vous le remarquez, c'est une première croque. Et les croques, ça s'annonce difficile à corriger, puisqu'il faut que les mots que vous inscrivez soient exactement ceux qui soient prévus par l'ordinateur. La réponse était assez simple. Il fallait répondre ménopause, ou mieux, ménopause naturelle. Ce qui me donne l'occasion de vous rappeler la définition de la ménopause. Bien, la ménopause, c'est un arrêt spontané des règles chez une femme d'âge compatible, donc plus de 45 ans, et un arrêt des règles qui dépasse 12 mois. Donc dans cette définition, les mots importants, c'est spontané. Effectivement, une femme hystérectomisée n'a plus de règles, mais ce n'est pas une ménopause à 40 ans, par exemple. Elle peut avoir encore une sécrétion ovarienne. Et le deuxième mot important, c'est 12 mois. On considère que s'il n'y a pas eu de règles pendant 12 mois, elle est ménopausée, ce qui est vrai dans 99% des cas. La question numéro 2, et cette fois une QCM, quel examen demandez-vous pour le confirmer? Pour confirmer ce diagnostic de ménopause. Et je vous propose, vous avez vu plusieurs solutions, des dosages hormonaux, avec en E tous ces examens, et en dernier, aucun examen. Bon, je vois que vous avez bien réfléchi, et vous avez répondu comme il fallait, aucun examen n'est nécessaire, puisque cette patiente avait un arrêt spontané des règles depuis 12 mois, et qu'elle n'avait pas été hystérectomisée. On est donc bien en présence d'une ménopause, sans discussion, et aucun examen ne va être utile. Alors dans quel cas est-ce qu'on demande des examens? On va demander des examens dans les cas qui ne répondent pas à la définition. Un exemple, une femme qui a été hystérectomisée à 40 ans, pour savoir si elle garde encore des sécrétions ovariennes, ou alors une femme qui a des règles et qui est pourtant ménopausée. C'est le cas, par exemple, chez les femmes qui prennent une pilule à visée contraceptive
après 50 ans, 52, 54, elles gardent des sécles artificiels et pour autant, elles sont ménopausées. Et seuls les examens biologiques vous le montreront. On va demander également des examens complémentaires quand cet arrêt des règles peut être dû à une maladie endocrinienne, par exemple une insuffisance hypophyso-hypothalamique. Dans ces cas-là, vous avez besoin de faire des bilans hormonaux, donc dans le cas de ménopause précoce avant 40 ans ou prématurée avant 45 ans. Et là encore, il y a un consensus sur le bilan hormonal à faire. Ce ne sont pas tous ces examens qu'il faut faire, mais le stradiolémie et le dosage de FSH. Ma troisième question maintenant. Vous avez bien compris que le sujet de ce dossier était l'ostéoporose. Il suffit de relire le nom de la patiente concernée. Et je vous pose comme question les facteurs de risque clinique d'ostéoporose. Qu'est-ce que vous auriez oublié comme question à poser à Madame Ostéoporose? Eh bien, plusieurs propositions. Je suis sûr qu'il y en a qui trouvent grâce à vos yeux. Alors les réponses, la réponse A d'abord, période d'aménorrhée prolongée. C'est quelque chose qu'on risque d'oublier. Une patiente à 50 ans peut très bien avoir oublié qu'à 20 ans ou 15 ans, elle a eu de gros problèmes de troubles du comportement alimentaire avec des périodes en mois ou en années sans règles, des phases d'aménorrhée qui vont rogner sur son capital osseux. Très important à poser comme question et on peut oublier. La prise de corticoïdes, et vous le savez, les corticoïdes ont un effet anti-anabolisant osseux, c'est-à-dire qu'ils freinent l'anabolisme osseux, et donc là encore peuvent être une source de perte osseuse. Vous connaissez bien les rapports qu'il y a entre l'os et le calcium qui est indispensable à la minéralisation de l'os nouvellement formé. Des apports alimentaires faibles en calcium et en produits laitiers peut ultérieurement pénaliser le capital osseux. Il en est de même de la vitamine D, qui est l'hormone essentielle de l'absorption du calcium, et un défaut ou une carence, une insuffisance en vitamine D peuvent retentir sur cette absorption calcique et réduire la masse osseuse et par l'effet sur la minéralisation. Et vous savez combien aujourd'hui ces carences en vitamine D sont fréquentes. Pour votre information, une conférence de consensus est sortie en 2013 sur la vitamine D et ses dosages. Il fallait également cocher l'antécédent de fracture du col fémoral chez son père. C'est un facteur de risque bien connu en ce qui concerne la mère. C'est aussi un facteur de risque quand c'est le père qui a cette fracture du col fémoral et vous risquez de l'oublier. Dans le cas qui nous concernait, je vous rappelle que sa maman avait une fracture du poignet, qu'elle était ostéoporotique. Pour autant, elle n'avait pas de fracture du col du fémur. Enfin, il faut rechercher comme facteur de risque une pathologie thyroïdienne. Il peut s'agir d'une hyperthyroïdie qui accélère le remodelage osseux et fragilise l'os. Il peut aussi s'agir dans certains cas d'une opothérapie thyroïdienne, d'un traitement substitutif qui est donné à dose forte pour freiner l'os, pour freiner la sécrétion thyroïdienne. Et dans ces cas-là, vous allez avoir un hyperremodelage osseux qui prédispose à l'ostéoporose.